Good morning from Geneva, Switzerland. My name is Casey Harden, and I'm with the World YWCA, a movement of women leaders all around the globe. And I'm so excited to be with you today in whatever time zone that you are in for the second day of the Symposium on Communication for Social Justice in a Digital Era. Before we begin, a reminder that we have translation on this platform in Spanish, German, and French. Also, the program is being live streamed, and you can look for the details on that on the Pueden site. encontrar los detalles. And a lot of the content from the 3 days is being recorded and will be shared again and available in a number of different manners after our 3 days are over. So yesterday, we began this international symposium exploring the challenges. Hier, on a commencé un symposium qui explore toutes les occasions que nous offre le monde numérique. Qu'est-ce que la justice sociale et l'injustice numérique également? Il faut vraiment, on a été sensibilisé aux avantages, bien sûr, de l'utilisation de ces plateformes numériques, mais aussi tous les enjeux qui sont liés dans les aspects les plus sombres de surveillance et de marginalisation accrue. Et il s'agit de protéger les droits numériques sur cet espace. Et on va se concentrer aujourd'hui sur l'espace public avec des questions clés, à savoir comment est-ce que les technologies et l'ère numérique a changé l'espace public. On va voir une vidéo, on aura des intervenants. La vidéo va ouvrir la voie aux discussions avec une perspective unique qui se concentre sur certaines régions du monde avec des questions clés et avec un contexte sociopolitique bien établi. Et on aura aussi une perspective philosophique qui sera partagée. Mais avant tout, nous avons le message de bienvenue des organisateurs. J'invite révérend Kimber d'une organisation en Allemagne. Cordial greetings to all of you from Chers amis, chers collègues d'Hambourg, le ENW est l'association des églises protestantes et des missions protestantes en Allemagne. Et le COE, notamment, fait partie de nos collègues, on va dire, depuis très longtemps. C'était un honneur pour nous d'organiser, de planifier ce symposium avec le WOC et le COE, ainsi que d'autres organisations. Je suis impressionnée par le nombre de participants venant de tant de régions du monde entier. Bienvenue. Bienvenue, nous avons commencé plutôt le processus de planification pour avoir un débat intergénérationnel sur la justice sociale à l'ère du numérique. Je suis heureux de voir l'engagement qu'il y a eu de la part de mes collègues dans cette planification. Nous avons énormément gagné de l'expérience et avec impatience. Ce débat ne terminera pas une fois ce symposium achevé. Nous continuerons à fonctionner en réseau avec les journalistes, les églises, les médias, les représentants d'organisations confessionnelles et ainsi de suite. Le NW est un partenaire d'organisations œcuméniques régionales, toutes expérimentées et dans le domaine de ce que nous offre le monde numérique, mais toutes sont confrontées à de nouvelles questions. Quelles conséquences tirer de l'engagement, de l'intégrité de la création pour une participation juste dans cet espace public? ENW travaille en coopération avec des institutions pour l'éducation théologique au niveau international.
Avec le soutien financier des églises protestantes de l'Allemagne, nous avons le privilège de soutenir la formation de professionnels dans le réseau œcuménique des églises. Les thèmes qui font l'objet de débats dans ce symposium sont également d'un grand intérêt dans le contexte de l'éducation théologique. Comment utiliser les bénédictions de la communication numérique? Comment peut-on défendre nos valeurs face aux risques et aux dangers? Que peut-on apprendre les uns des autres? Et comment peut-on changer nos habitudes et nos façons de travailler et de communiquer? Voilà des questions qui doivent être examinées en profondeur par nous tous. Je suis convaincue que nous pouvons énormément apprendre les uns des autres. Ensemble, avec nos partenaires et nos amis en Allemagne et dans le monde entier, nous croyons dans la participation à la mission de Dieu pour sensibiliser le monde, pour apporter la guérison et la réconciliation. Et nous sommes honorés de pouvoir contribuer à cette mission et c'est avec plaisir que nous continuerons à coopérer avec vous tous à l'avenir jusqu'à l'Assemblée du Conseil œcuménique de 2022 à Karlsruhe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, révérend. Vous avez souligné le contexte d'aujourd'hui et c'est la bénédiction que nous recevons de la communication numérique. Cela est nécessaire quand nous utilisons l'espace public dans notre travail. Nous allons regarder une vidéo maintenant pour nous aider à comprendre l'importance de notre conversation d'aujourd'hui et nous allons examiner notre contexte. Que veut-on dire lorsqu'on parle d'espace public et de sphère publique? Voici une courte vidéo. One of the pillars of communication rights is communication in a public sphere. So, what is a public sphere? Qu'est-ce que la sphère publique? La sphère publique est un domaine où les personnes peuvent exprimer leurs pensées et leurs sentiments du politique et de la société et peuvent participer à la démocratie. Essentiellement, c'est une façon de s'informer et de parler de la part d'autres citoyens qui veulent aborder des questions importantes. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Tout le monde est bienvenu dans la mesure où le contenu de la parole est pertinent. Les personnes ont la possibilité d'influencer les politiques ou alors de se protéger contre certains pouvoirs. L'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme déclare que, premièrement, tout le monde a le droit de participer au gouvernement de son pays, soit directement, soit par le biais de représentants. Deuxièmement, tout le monde a le droit d'avoir un accès égal aux services publics dans ce pays. Et la liberté des personnes doit être la base des gouvernements. Ceci est exprimé par la voie des élections libres qui montre qu'un vote secret est important et afin que tout cela fonctionne, les personnes qui veulent participer à ceci doivent être éduquées. Voici quelques exemples. Au Brésil, les personnes font face à des conflits face au gouvernement parce qu'il y a de grandes entreprises, des politiques qui contrôlent 88% des communications et des réseaux. Et ceci dans leur propre intérêt et non pas celui du public. Et ceci limite la sphère publique car seulement les puissants peuvent participer. Les réseaux sociaux sont des exemples qui montrent que les personnes peuvent exprimer leur opinion. Néanmoins, le droit à la liberté d'expression est négligé lorsqu'Internet et les réseaux sociaux envahissent nos communications en tant qu'être humain et en tant que citoyen.
une magnifique vidéo créée par WAC pour nous aider à avoir une définition commune de ce que l'on veut dire par l'espace public et par sphère publique. Nous allons commencer notre débat et j'ai le grand plaisir de vous présenter le prochain intervenant qui va nous parler des défis, des opportunités dans l'espace public. Il travaille pour le gouvernement de la Namibie dans la communication. Avant, notre intervenante était militante. Elle travaillait dans le domaine du développement durable et de l'emploi. Elle a été au Parlement de la République de la Namibie et a été maire de sa ville. Dans son rôle en tant que ministre adjointe au Parlement, elle a planifié des activités et des programmes du gouvernement de la Namibie et elle a aidé à réparer la nation de la Namibie pour la 4e révolution industrielle. Nous vous souhaitons la bienvenue. C'est fantastique de vous voir en ville, Madame Théophilus. Merci, Cathy. Merci de m'avoir invitée. Je vous salut tous, toutes et toutes du monde entier. Je vous remercie pour votre invitation. Vous m'avez invité à parler de la justice numérique, surtout dans une période comme celle-ci où le Covid a eu un impact important sur nos vies et a rendu les inégalités qui existaient avant encore plus profondes et encore plus larges. Cathy, j'aimerais commencer mon propos en soulignant la situation, le contexte en Namibie et sur le continent africain où la situation est semblable dans pratiquement tous les pays et pour nous tous. Nous avons tous notre propre expérience dans nos propres pays. La Namibie est un des pays où il y a le plus d'inégalités au monde. Nous avons une telle disparité entre riches et pauvres et ceci n'est pas la faute du passé. Nous avons eu un passé, une histoire tout à fait typique, le colonialisme, l'apartheid, et nous avons gagné notre indépendance il y a 31 ans, où le pourcentage de pauvreté à ce moment-là était très important. Nous avons fait des progrès ces dernières années, mais il reste encore énormément de travail à faire. Mais en plus de cela, lorsqu'on regarde la question de la justice sociale et l'accès à la justice sociale, eh bien, le passé continue à nous hanter. Nous avons encore un niveau élevé de violence dans la société, de violence sexiste et ce sont des cicatrices, des blessures qui n'ont pas guéri à cause du passé que nous avons eu. Économiquement parlant, la question de la fracture numérique continue à approfondir ces inégalités et à exacerber les impacts. Parce que maintenant, une personne peut avoir accès à l'information physiquement, mais lorsqu'on ne peut pas avoir accès à l'espace digital, on n'a pas la possibilité de participer aux conversations en ligne et on n'a plus ces opportunités dans la vie réelle et dans l'espace en ligne. Et donc, c'est une épée à double tranchant. Et les similitudes dans les pays africains ne sont pas énormes. Nous avons tous un nombre important d'Africains sur ce continent, à peu près 64%, qui n'ont pas accès au numérique, aux espaces digitaux, afin d'exercer, de faire valoir leurs droits. Et il y a eu la révolution des technologies qui a modifié les sociétés et qui va continuer à le faire à l'avenir. C'est pour cela que je suis reconnaissante de cette opportunité que j'ai et qui m'est donnée par le président en tant que membre du Parlement et sous-ministre. J'ai l'occasion donc de mettre en lumière toutes ces problématiques qui affectent plus de 60% de la population, des jeunes de mon pays. Et si nous ne mettons pas en place une stratégie numérique, si nous n'avons pas un plan
pour une politique d'une bonne largeur de bande, eh bien, de plus en plus de pays, de personnes dans mon pays seront exclues et n'auront pas d'opportunités, d'emploi, d'avoir accès aux droits humains et aux droits économiques afin qu'ils soient des citoyens productifs de leur pays. Donc, ceci est une opportunité que je prends vraiment au sérieux. La Namibie a hébergé la journée de liberté de la presse au mois d'avril de cette année et je suis fière de pouvoir vous dire que la Namibie est numéro 1 sur le continent s'agissant de liberté de presse. Nous prenons ceci vraiment au sérieux en tant que pays, car avoir l'opportunité pour la presse d'être libre de parler des problématiques de son pays donne la possibilité à la presse d'être un quatrième État différent de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. Mais en étant le quatrième État, il est important de promouvoir le développement du pays. Et en tant que gouvernement, nous prenons ceci très au sérieux et nous apprécions le fait que nous pouvons avoir des lois, une protection des médias afin qu'ils puissent coopérer main dans la main avec nous. Parce qu'en fin de compte, c'est dans l'intérêt de la société tout entière. Et à la suite de la journée de la liberté de la presse, nous avons réfléchi et comme vous le savez, l'Afrique en tant que continent est comme un seul pays. Le Ghana est le seul pays qui a des lois au sujet de l'accès digital, l'accès à l'information. Nous sommes parvenus à la conclusion qu'il fallait une loi sur l'accès à l'information et nous allons la programmer d'ailleurs cette semaine au Parlement. C'est une coïncidence que je m'adresse à vous aujourd'hui, la semaine même où nous avons au programme de voter cette loi sur l'accès à l'information. Cette loi sera basée sur les meilleures pratiques du monde entier. Nous avons une commission sur l'information et nous allons élaborer des directives pour les institutions publiques qui pourront communiquer l'information au public. Et je réfléchis sur ma propre expérience en tant que jeune personne avant de devenir ministre et membre du Parlement. J'agissais dans des espaces où le droit des femmes et des enfants n'était pas nécessairement respecté, mais j'ai besoin de la bonne information pour pouvoir influencer les politiques ou pour obtenir des subventions de la part d'organisations internationales pour mettre en place des projets pour soutenir les femmes et les enfants. Et donc, l'information est extrêmement importante. Elle m'a permis également de faire valoir mes droits politiques. Et ce n'est pas si facile que cela d'obtenir les bonnes informations parce que tous les fonctionnaires publics sont formés pour donner et obtenir des bonnes informations de façon efficace, mais le système doit être développé et doit permettre aux institutions, surtout les institutions publiques, de donner cette information au public pour l'usage du public et pour la consommation du public pour qu'il puisse faire valoir ses droits. Je suis heureuse de partager avec vous mes expériences de la Namibie et du contexte de la justice numérique afin de promouvoir la justice sociale. J'ai lu un rapport de la Banque mondiale qui dit que les pays à faible et moyen revenu ont augmenté de 10% la pénétration et la croissance de leur économie. Cela est vrai surtout pour les pays qui ont des revenus faibles ou moyens. Eh bien, normalement, ces pays ont des populations jeunes. Et selon la définition de la Banque mondiale, 60% de la population est représentée par des jeunes. Et ces jeunes utilisent plus fréquemment que les plus anciens les nouvelles technologies et il est important de s'assurer qu'ils peuvent avoir accès aux opportunités économiques, aux droits humains également et à l'emploi, surtout l'emploi des jeunes. Et cette
avec grand enthousiasme que nous allons promouvoir cet accès pour nous assurer que la fracture numérique ne s'accentue pas et que nous pouvons la réduire dans les années à venir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci infiniment. Tout d'abord, Madame Théophilus, je dois vous dire que, étant au WAC, eh bien, nous sommes des leaders mondiaux, mais nous sommes des jeunes également. Et cela a du sens d'écouter votre vision inspirée pour l'avenir. Et la clarté de vos convictions est impressionnante. Donc, cela a été un véritable plaisir de vous entendre parler aujourd'hui, Madame Théophilus. Vous avez parlé du passé, du colonialisme, de l'apartheid, et ensuite, vous avez parlé des opportunités et des défis qui se posent à vous, et ceci nous donne une vision très claire de ce qui se passe en Namibie et dans la région. Je vous souhaite vraiment bonne chance dans votre planification d'un système où l'accès à l'information sera accru pour voter vos lois au Parlement également, et nous sommes heureux d'avoir ce genre de leader en Namibie. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons écouter M. Goran Bodiaski, qui va partager avec nous son point de vue sur les espaces publics dans la région européenne. Dans la vidéo, nous avons vu le concept de l'information, d'un flux libre d'informations. Et avec M. Bodiaski, que nous allons écouter maintenant, nous allons voir cela. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, une grande partie du travail que j'avais fait se situait aux États-Unis avec l'Institut Open Society et la Fondation. Et cela a été l'endroit pertinent où j'ai pu faire un travail d'un grand impact. Donc, M. Bodiaski est le directeur de la Fondation Open Society au bureau de Berlin. Ses expertises incluent la transition démocratique, la société civile, la participation citoyenne et la gouvernance effective en Europe centrale et à l'ouest des Balkans. Il a beaucoup de publications sur la démocratie, les questions politiques, l'Europe politique, la démocratie ouverte, Mediapart, l'indépendance. Il est membre du Conseil européen. Merci, Monsieur Bodiaski, de bien vouloir partager avec nous vos idées. Bonjour, bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon où vous êtes. C'est un véritable plaisir d'être avec vous aujourd'hui et d'examiner ces thèmes, non pas parce que je viens de la Open Society Foundation, mais aussi parce qu'il y a eu tellement de théories de conspiration. Je ne vais pas parler maintenant de ceci, mais dans notre travail au quotidien, c'est vrai que nous faisons face à toutes ces questions. Ce qui est important dans une conférence comme celle-ci, qui rassemble des experts et des non-experts de cette question, à mon avis, cela est vital pour recréer en quelque sorte le contexte digital et le contexte hors ligne également. Un grand nombre des forces dont je vais parler ne sont pas contrôlées et donc nous risquons de perdre les valeurs de nos vies, les valeurs de nos communautés. Et franchement, ce n'est pas un débat que je laisse entre les mains de nos informaticiens et ingénieurs. Deuxièmement, hier, nous avons écouté un grand nombre de commentaires provocateurs. Mrs. Ubershaw a partagé des commentaires, nous a parlé de grands défis et Miss Green a énormément parlé du côté sombre de
de l'intelligence artificielle, contrôlée parfois par les militaires derrière notre dos. Et Sarah Macquarie a parlé énormément des préjugés et des biais de l'intelligence artificielle et comment il est important d'avoir des contreparties. Monseigneur Bedford-Strom a parlé également de ce qui pouvait être fait. Personnellement, je voudrais commencer par une anecdote, quelque chose qui m'est arrivé récemment avec un ami ici à Berlin qui travaille dans la communication numérique, sur le marché numérique. Je lui ai dit tout fier comment je savais cliquer sur les boutons de cookies et tous les signes. Il a souri et il m'a dit, eh bien, tu fais peut-être partie du 1 à 5% des personnes qui font cela ici en Allemagne et qui protègent sa vie privée. Alors j'ai dit, mon travail serait différent si les choses étaient inversées. Je reviendrai sur cette question de cliquer sur les cookies, de ce que l'on fait sur Internet et ce que l'on en obtient. Mais j'aimerais tout d'abord me focaliser sur la façon de réimaginer notre sphère numérique publique. Et je souhaiterais vous dire que nous, en tant qu'individus, philanthropie, gouvernement et autres, peuvent faire à ce sujet. Les menaces ont été énumérées hier de façon vraiment exhaustive. Nous faisons face à un grand défi. Nos principes fondamentaux de démocratie et de droits humains sont sapés par des puissances incontrôlées. Ensuite, nous cherchons à annihiler les systèmes de gouvernance que nous connaissons parce que ces puissances sont incontrôlées. Et nous donnons l'espace public, nous le cédons. On dit, voilà, ici, nous avons un endroit où on peut se promener à Berlin. Imaginez si un parc ou une promenade était prise d'assaut et nous était enlevée juste avant que nous rentrions dans le parc pour nous promener. Et c'est la même chose dans le cyberespace. Le cyberespace, au lieu d'être la promesse d'un espace de créativité, un espace de plaisir, il est très soumis à des menaces géopolitiques et arsenalisé avec des armes de guerre. Il y a tellement d'organisations qui viennent de l'Europe de l'Est et qui essaient de lutter pour la désinformation qui est donnée régulièrement, surtout avant et pendant les élections. Il y a une menace de porter préjudice à nos systèmes démocratiques. Alors, que peut-on faire? Je pense qu'il est important que la vision d'un espace digital centré sur les humains et sur les droits humains et la solidarité, je pense que cela est possible. Et je dirais même que l'avenir des droits humains sera possible dans le monde numérique selon la façon dont nous allons réglementer cet espace, car nous passons de plus en plus d'heures. One is regulation. The second one is continuous building of access to alternative. And then the third one is probably even at the very individual level, resistance to surveillance capitalism, where individuals can take action and protect themselves and their community from it. On the question of regulation, we're in Europe. European Union likes to proud itself of developing the third way of digital. And next year will be really a crunch year in that respect, because if all things go according to plan, we'll have the most comprehensive regulation in the world with the Digital Services Act and a number of other acts that actually will have to put some checks and balances on the companies and the governments.
there's so many things that can be done. This is just a very short list. We talked a lot about the behavioral advertising, or you talked a lot about behavioral advertising and how actually to stop that. Imagine you go in a shopping mall and imagine you have like 2 cameras and minimum 10 sensors on all of your fingers and at least 2 or 3 sensors on your eyes. This is what's happened quite often on the internet. If this was happening in the physical space, you will never, ever probably enter that shop. But on the internet, we just enter and re-enter. Not even that, the data that is collected on us knows better what our choices are than we are consciously aware. And that cannot lead to a good, because it brings so much power in the hands of few. Collection of personal data, which we leave behind, dark patterns, where actually the companies are not only registering the data, but they're using us to lure us in. That's like, eating the next chocolate just 10 times over when it comes to calories. And in our case, that's like the data bytes and the way what we do with that. And then if we think about companies, if they were operating in any other industry, even the dirtiest oil industries, they would have been probably broken up. Because they combine so many different things. Or if they were banking, they would say, wait a second, you cannot do both retail and investment because that will bring you in a conflict of interest. In the technical space, we have such a constellation and so much of abuse. Access to alternative. We had a very good example earlier this year where there was a change in regulations in WhatsApp, and suddenly applications called Signal and Telegram that you really had to do hard to search were at the top of the charts of downloads, because so many people were afraid, and then not their data not to be shared with WhatsApp, and they suddenly moved to the alternatives. Alternatives are out there. Yesterday, the bishop spoke about public avenues. We really need to create them. And I know sometimes they will say, there will be a lot of laughter about that. The market will say, oh, nobody comes to you and whatnot. But let me not remind you, I'm old enough to remember a platform called MySpace. Probably most of you will not, but MySpace was there before Facebook, and it existed, and MySpace thought that will be the space forever. This is an industry of a great disruption. Nothing against Facebook or the Googles of this world and whatnot, but in some ways, if we expect disruptions to happen, the offer should be there. And interestingly enough, the offer is there. Just go and see how. Et dans cet espace numérique, l'offre est là. Il y a tellement de modifications, de changements. Il y a des emplois, bien sûr, derrière tous ces acteurs, notamment chez Google. Et on peut peut-être prévoir des alternatives à la recherche en ligne autre que Google. Et bien sûr, l'argent public peut être utilisé pour financer ce genre d'initiative, sans qu'il y ait de résistance libérale à cela. En parlant de résistance, eh bien, j'aimerais aussi donner le pouvoir aux individus et vraiment réfléchir à ce que nous pouvons faire en utilisant notre imagination. Imaginons qu'un chrétien sur 2 dans le monde n'utilise pas Facebook pendant juste une journée. C'est 400 millions de personnes. Ce serait la population du 3e pays le plus peuplé au monde. Pour une journée, par exemple, ou une semaine. Je ne dis pas que nous devons lancer une révolution publique, etc., bien sûr, mais seulement imaginons ce pouvoir, le message, le signal que l'on pourrait lancer en disant « Attention, les valeurs que vous mettez en avant ne sont pas mes valeurs. » Et il y a tant d'exemples. C'est ce que de nombreux orateurs ont dit déjà. Il s'agit simplement de sensibiliser la population. Ou peut-être utiliser d'autres opérateurs, aller en ligne avec un VPN et non pas une application qui donne tout le pouvoir à l'entreprise derrière. En tout cas, il y a beaucoup d'actions, vous voyez, que l'on peut concrètement faire. Pour en revenir aux cookies et les boutons « Gérer les cookies », s'il y a un élément dont il faut se souvenir de ces 10 minutes, c'est vraiment de cliquer sur le bouton « Gérer les cookies ». Si vous êtes en Europe, vous pouvez le faire. Si vous êtes hors d'Europe,
Vous pouvez peut-être avoir un VPN européen et puis le faire, bien sûr. Si vous êtes en tout cas en dehors d'Europe, n'oubliez pas que la réglementation est un combat qui vaut la peine. Il ne faut pas oublier, ce n'est jamais l'arbitre qui remporte un match de football. Donc, au-delà de la réglementation et de l'arbitrage, il y a des joueurs sur le terrain et ceux qui font l'action. Et ce sont des acteurs non, à but non lucratif qui font vraiment beaucoup de travail et qui permettent peut-être de mettre en place un produit public au service du grand public sans passer par les grosses entreprises. Merci beaucoup. J'ai hâte de voir quelles sont les discussions. Merci. Thanks so much, Gloriane, Mr. Boldiaski. Merci, Monsieur Boldiaski. J'ai vraiment été frappée par votre optimisme. Je ne m'y attendais pas, je dois dire. Mais votre optimisme qui permet de réimaginer l'espace public et aussi de demander des comptes au pouvoir public. Merci pour ces suggestions très concrètes, à savoir comment agir en tant qu'individu. J'ai été frappée, je dois le dire, par l'honorable Théophilus qui a parlé des lois, des systèmes, les valeurs, le potentiel de ce quatrième État. Puis M. Boldiaski qui parlait du pouvoir individuel, l'influence d'un individu pour vraiment maintenir à distance ces forces qui, sinon, n'ont aucun compte à rendre. Avec une perspective européenne et internationale, avec une perspective de la Namibie, africaine. Et cela permet de donner un peu un cadre géographique et temporel sur ce concept de l'ère numérique et de la sphère publique. Monsieur ou docteur Frédéric Horschut, qui va peut-être répondre aux points qui ont été mentionnés, en tout cas avec cette perspective théologique importante. Monsieur Boldiaski a parlé des grandes perturbations, disruptions dans l'espace numérique. Et on espère peut-être que Frédéric von Horschut, vous parlez aussi de une grande perturbation pour les communautés œcuméniques et théologiques. Frédéric va donc s'exprimer. On va ouvrir ensuite la discussion aux participants qui peuvent poser des questions dans la messagerie instantanée ou sur YouTube ou sur le mur numérique. Frédéric, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette invitation et les contributions tout à fait inspirantes. J'aimerais brièvement revenir sur certains points et puis ajouter un peu mon grain de sel d'un point de vue théologique. Je vais avoir 5 déclarations très concises, bien sûr abrégées, pour un peu soulager les discussions. Tout d'abord, le public c'est vraiment dirigé par des algorithmes, la sphère publique numérique. Et M. Boldiaski l'a dit. Je veux simplement ajouter une question avec un angle théologique. Pensons-nous vraiment que ces structures, lorsque l'on pense à véhiculer notre message en tant qu'Église dans le monde, sont pertinentes. Rappelons-nous que ces systèmes ne sont pas un problème pour les autres utilisateurs, mais aussi sont notre problème. Notre problème, parce que quand on utilise les plateformes commerciales pour des travaux ecclésiaux, ces partages de données avec les personnes que nous voulons rejoindre et tous les autres destinataires du message. M. Boldiaski a dit qu'il y a des alternatives qui existent et j'aimerais encourager les églises et les acteurs théologiques de vraiment réfléchir à comment mettre en place nos propres plateformes, des plateformes alternatives que nous pourrions utiliser afin que nous ne soyons pas uniquement du côté du problème, mais aussi du côté de la solution. Deuxième déclaration, très brève, le médium utilisé est le message. C'est une thèse de Marshall McLuhan et cela replace un peu l'idée que le canal de communication utilisé ou le média utilisé fait que ce n'est pas uniquement un véhicule de notre message, c'est le contenu même de notre message. Nous devons
nous rappeler que lorsqu'on utilise la sphère numérique en tant qu'Église, nous utilisons une sphère qui exclut beaucoup de nombre de personnes. Pensons à la fracture numérique. Qu'est-ce que cela veut dire que le médium est le message? Eh bien, lorsque nous parlons du public numérique, nous devons y réfléchir. En théologie, nous parlons de théologie publique, à savoir le rôle des églises au sein des sociétés. Et qu'est-ce que cette théologie devient lorsque l'on va vers la sphère du numérique? J'en viens à ma troisième déclaration. Je pense que la théologie publique et les espaces numériques, c'est une théologie de témoignage qui parle de contenu propre de nos différentes identités. Les espaces numériques se concentrent sur la participation, l'interaction. C'est vraiment ça la force des espaces numériques. Tisser des liens, un réseau en ligne. Par ailleurs, nous voyons aussi un lien unique entre le contenu et l'identité. Je suis ce que j'aime, on pourrait dire. Le numérique devient finalement des interconnexions virtuelles, ce qui est influencé par le contenu privé, mais aussi apparaissent dans le débat public. Donc, il n'y a pas de séparation claire entre ce qui est privé et ce qui est public. Étonnamment, nous connaissons cela dans la théologie, à savoir le lien étroit entre le contenu et l'identité est finalement assez semblable entre le témoignage et le témoin. Partager la nouvelle de l'Évangile, c'est aussi parler de nous-mêmes, finalement, de notre compréhension des Écritures. La théologie numérique publique est une théologie de témoignage, si je puis dire. Comprendre la théologie publique comme une théologie de témoignage a deux conséquences. Tout d'abord, le témoignage, c'est aussi une espèce de concours de témoignage, à savoir quelles sont les raisons théologiques pour être, et comme l'a dit Rudolf von Zena, le Brésilien l'a dit. Deuxième conséquence, c'est la quatrième déclaration qui est la suivante. Les espaces numériques et la théologie peuvent être une théologie du citoyen. Les structures participatives de ces espaces de communication font qu'il est inévitable de mettre en place une théologie publique participative et d'interaction. J'ai dit donc le public et le privé ne s'opposent pas, au contraire, ils interagissent et on voit beaucoup de personnes qui parlent dans ces espaces et on voit qu'il y a plus d'interaction et c'est ce que je pense que la théologie peut être dans ces espaces publics. J'ai commencé à appeler ce type de théologie la théologie du citoyen ou citoyenne, un nouveau terme en se basant sur ce que je viens de dire, une nouvelle plateforme basée sur la science ouverte à tous et on parle de questions théologiques avec des termes utilisés par les jeunes, les questions théologiques que nous comprenons d'un point de vue vaste et je pense qu'on a besoin de plus d'espaces similaires, des espaces publics pour que la théologie puisse circuler de la part de ces personnes qui ont des contextes très, très différents, sous la forme d'une forme plus participative, donc la théologie citoyenne. Dernier point, ce qui a été dit par Goran Boldiaski, le besoin de réimaginer les espaces numériques. Et j'aimerais vraiment insister là-dessus et même aller un peu plus loin et avec une touche plus théologique. La tâche principale pour notre théologie est d'identifier et critiquer ce qui existe et des perturbations numériques, si je puis dire. Réimaginer ces perturbations. Il s'agit de réimaginer les espaces numériques, mais pas uniquement, mais la transformation numérique elle-même avec un horizon théologique pour que cela puisse avoir lieu. J'explique. La théologie numérique dépend aussi de toutes ces évolutions numériques et de l'imagination que nous avons, à savoir qu'est-ce que le numérique? Après une longue tradition d'imagination, de récit dans la tradition chrétienne, on voit que la théologie dans le sein de l'Église est imprégnée de tout cela. Pour
Le refléter veut dire que l'on doit poser la question eschatologique, l'horizon eschatologique de cet espace numérique. Les données générées par les entreprises, que faire avec cela? La promesse du salut, où se trouve-t-elle dans cette ère de l'intelligence artificielle? Et je vois que l'on parle de cela dans les débats éthiques notamment, les technologies numériques, et on a une nouvelle couche ajoutée dans notre propre perception de l'intelligence artificielle. On en a beaucoup parlé hier. Voilà, donc critiquer cette nouvelle imagination, on se base sur l'utilisation de plateformes conviviales, si l'on peut dire. C'est un réel enjeu pour les espaces numériques et pour les églises, bien sûr, et comment elles interagissent dans ces espaces. Merci. Merci, Frédéric. Vous êtes la troisième oratrice à nous partager une touche optimiste pour ce qui est de la théologie publique et la théologie du témoignage. Merci pour cette réponse. On regarde donc, on a une perspective différente sur ces différentes questions donc des trois orateurs. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui invitent à la réflexion. C'est peut-être maintenant l'occasion de se concentrer là-dessus. Et je vois qu'il y a des questions posées par les participants à ce symposium. À 10h35, nous allons devoir clore nos travaux. 10h45 plutôt, heure de Paris. Première question pour M. Goran Boldianski. La connexion, malheureusement, est mauvaise. Quel type de société civile peut reprendre le pouvoir de cette sphère publique? Les réponses. Le micro n'est pas branché, malheureusement. Nous ne pouvons pas entendre l'orateur. Nous n'entendons pas l'orateur. Voilà. En Allemagne, on voit que les acteurs sont assez présents, peut-être dans le reste du monde aussi. Et on voit des personnes qui sont vraiment ouvertes aux technologies, qui les comprennent bien, puisqu'il y a vraiment beaucoup de boîtes noires, si je puis dire. On ne sait pas ce qui s'y passe. Et nous avons besoin de bien avoir une perception, une compréhension technologique de ce qui se passe. Et dans le travail philanthropique, bien sûr, pour nous, pour les autres acteurs du secteur, c'est de mettre de vraiment mieux comprendre comment cela fonctionne. Ces organisations ne peuvent pas agir seules. Même s'il y a des réglementations mises en place, comme je l'ai dit, ces réglementations doivent être vivantes, elles doivent être imposées, certes, mais pas uniquement, ça doit être un mode de vie. Il faut une coalition derrière de ces textes, des organisations au sens large. Il ne s'agit pas de simplement être sympathique, mais vraiment de parler de ce genre de sujet dans des cadres comme ici, on parle du COE et du numérique. Bien sûr, on parlera d'un sujet à l'ordre du jour, mais on ne va pas dire on va être expert dans ce sujet. Non, il faut plutôt dire quels seront nos partenaires stratégiques qui vont compléter nos connaissances. Oui, on voudrait que certaines réglementations évoluent. Comment, on pourrait poser la question, comment nos membres peuvent aider la transformation, le changement que l'on veut voir? Et je parle de coalitions très vastes. Des coalitions non pas uniquement au sein de la société civile. Imaginons, n'oublions pas, j'ai parlé des ingénieurs. Et les ingénieurs sont des êtres humains et bon nombre d'entre eux sont d'ailleurs très croyants. Ou ils ont des valeurs, qu'ils aient une religion ou des valeurs. Et peut-être que le travail qu'ils font est en opposition avec leurs valeurs, bien sûr. Et donc, on peut travailler avec. Il y a beaucoup de modèles dans le monde où l'on voit que les ingénieurs aident la société civile à comprendre ce qui se passe. Certains d'entre eux sont d'ailleurs des lanceurs d'alerte pour révéler ce qui se passe dans ces entreprises. Donc, c'est là où je parle de coalition. Et je reviens au pouvoir du gouvernement. J'ai dit que les gouvernements, notamment des États plus petits, n'ont pas
de pouvoir face à ces sociétés. Mais il y a quand même un pouvoir qu'ils peuvent exercer dans leurs espaces. Et il y a beaucoup d'innovations. Peut-être demander un domaine plus petit, utiliser un logiciel qui peut-être ne fait pas que l'on vous suive à la trace sur Internet. Voilà, les gouvernements, quelle soit leur taille, peuvent agir. Évidemment, est-ce que c'est ne pas utiliser les logiciels qui dominent le monde aujourd'hui pour engranger uniquement des deniers? Non, mais vraiment essayer d'utiliser des acteurs dans un espace qui n'est pas constamment surveillé, qui servent le bien commun et qui ne cherchent pas uniquement les profits, les bénéfices, mais aussi le bien commun. Merci, Monsieur Boldiaski. Autre question pour son honorable Théophilus. Alors, il y a une déclaration pour la liberté de la presse en Namibie et en Afrique. Est-ce qu'on pourra arriver à une nouvelle déclaration sur les libertés numériques? Merci, Cassie. Merci pour cette question. Après cette journée pour la liberté, comme je l'ai dit, nous avons une déclaration qui a parlé de certains des sujets abordés aujourd'hui, mais pas exclusivement, bien sûr, mais qui touchaient en tout cas la question des espaces numériques. Nous sommes actuellement en tant que pays dans un processus d'intérêt sur les questions de sécurité numérique, protéger nos citoyens pour ce qui est de l'utilisation de leurs données à caractère personnel. Oui, pour la journée de liberté de la presse, on aura une célébration un peu plus tard. Eh bien, je dirais que les débats pourraient porter là-dessus, savoir comment les pays peuvent parler de ces sujets qui touchent aux espaces numériques. Casey, merci. Pour revenir à ce qui était dit, vous avez parlé et vous avez dit que 6 citoyens sur 10 est jeunes en Namibie. Et quelle est votre stratégie pour les mobiliser, ces jeunes, dans les travaux dont vous avez parlé? So, for example, we have some parallel things running. The first one. Nous avons plusieurs choses en cours. En effet, tout d'abord, essayer de mettre en place un groupe de réflexion des jeunes, un think tank de jeunes, car si on veut une révolution, il faut placer les jeunes aux commandes. Comme je l'ai dit, la majorité de notre population est jeune, donc ce sont les jeunes qui sont en train de façonner notre avenir. Deuxième point, c'est que nous avons récemment ouvert des postes pour des jeunes pour mettre en place un comité des systèmes électroniques, un organe consultatif, non pas auprès de moi-même, mais auprès du ministère, pour vraiment peser dans la rédaction des prochains projets de loi. Enfin, nous travaillons avec un groupe interparlementaire des jeunes, avec une conférence en ligne des jeunes, voir comment est-ce qu'on peut continuer à respecter nos droits numériques en mettant à jour nos systèmes pour que les jeunes ne soient pas mis à part et ne soient pas inclus dans les débats qui sont à l'origine de nos décisions. Et il faut qu'ils soient mobilisés dans le monde réel, mais aussi numérique. Les jeunes sont très présents sur cet espace numérique, donc il faut vraiment établir un lien entre les deux, entre la prise de décision entre guillemets réelle et la population qui devrait peser sur les décisions en matière d'espace numérique. Casey, merci beaucoup. Oui, il y a différents enjeux qui sont encore à relever. Très bien. Prochaine question pour Frédéric. L'un des participants a dit « Merci, je suis d'accord que la théologie publique est une théologie de témoignage en mettant l'accent sur la théologie citoyenne. On aimerait
savoir quel est le lien entre les plateformes alternatives qu'on pourrait avoir et les plateformes existantes. Donc, quelle est l'approche alternative? C'est-à-dire, nous sommes actuellement présents sur les plateformes actuelles. Peut-être que ce n'est pas qu'une question d'une nouvelle plateforme, mais vraiment de se baser sur les plateformes que l'on a déjà. Les deux plateformes sont utiles pour ce qui est du témoignage, bien sûr. Réponse. Merci beaucoup. Vous avez une question assez similaire dans le chat. Oui, nous avons besoin des deux dans l'idéal, bien sûr. J'aime bien l'image de monsieur de Goran Boldiaski. On a besoin de cette interaction et c'est une double stratégie, bien sûr. Et je pense que nous avons besoin de ces plateformes de moindre envergure pour vraiment trouver les niches où nous voulons vraiment nous implanter. D'un point de vue théologique, il y a la théologie ecclésiale, les différentes théologies, comment les lier. Et bien sûr, nous voulons utiliser les plateformes établies pour mentionner les nouvelles plateformes créées. Donc, nous devons associer les deux. Nous devons bien sûr connaître nos limites, de toute évidence. Nous pouvons essayer d'influencer les réglementations. En tant qu'Église, nous sommes présents à l'échelle internationale et c'est très précieux. Mais nous devons aussi penser à ces plateformes que nous pouvons créer nous-mêmes, à savoir avoir une structure médiatique ou numérique qui nous permette vraiment de faire ce que l'on veut. Ce que l'on veut faire. Et je pense que la meilleure approche aujourd'hui, bien sûr, de combiner les deux. So both. Take both paths Très bien. forward. Excellent. Thanks. Donc, utiliser les deux structures. Merci. To that, Juste une question. What are your reflections as you observe? Quelle est votre réflexion pour utiliser dans l'utilisation des plateformes numériques et ces entreprises qui les utilisent à leur profit et quelles sont vos leçons apprises? Et j'aimerais aussi entendre une réponse similaire des autres orateurs. À nouveau, comment les mouvements populistes utilisent les plateformes numériques et quels sont les enseignements tirés de ce phénomène? Frédéric, c'est une question assez vaste, je dirais. D'un point de vue éthique, je dirais que c'est un peu un débat sur l'utilisation des réseaux sociaux. Quelles sont les émotions, les biais qui l'emportent sur ces structures et qui est reflété dans les algorithmes utilisés. C'est un problème extrêmement complexe pour la réflexion théologique également, car nous devons faire attention de ne pas tomber dans le même piège. Mais d'un autre côté, nous voulons aussi atteindre le plus grand nombre. Donc, vraiment, attirer l'attention. Et une manière d'attirer l'attention, c'est d'utiliser ces plateformes de la même manière que ces mouvements. Donc, un des problèmes de fond, c'est un peu voir quels sont les discours émotionnels, les biais émotionnels utilisés sur ces plateformes et réseaux sociaux. Je serais très intéressée par la réponse de M. Bouldiowski, car c'est un expert. Oui, une question tout à fait pertinente. Goran Bouldiowski, peut-être que vous pouvez poursuivre et répondre à cette question. C'est un thème crucial. Qu'avons-nous appris des mouvements populistes? No surprise, I'm burning out of desire to answer this question. Bien sûr, j'ai très envie de répondre à cette question. Il n'y a pas de surprise. Eh bien, je donne l'exemple de Google, qui donne des services publicitaires à 96% des utilisateurs, et donc c'est au service des publicités pour la théorie du complot. Et puis Facebook, il y a 12 influenceurs anti-vaccins qui sont responsables de 65% du contenu, 65% du contenu anti-vaccin sur Twitter, notamment aux États-Unis, où les vidéos de M. Johnson, donc qui sont conspirationnistes, ont été vues 15 millions de fois en ligne. Donc, vous étiez surprise par mon optimisme.
Eh bien, parce que nous savons que ça existe, nous savons que c'est répréhensible à bien des égards. Et je dois dire, ce n'est quoi que ce soit, si quelqu'un hurle sur Internet, eh bien, attire l'attention, bien sûr. Et alors, ça se transforme en clics et en dollars. Bien souvent, je le rappelle, non imposable. Et donc, c'est du business. Est-ce que c'est un reflet de la société, un bon espace public? Non. Mais savoir que ça existe, c'est la première étape pour pouvoir changer les choses. Il y avait une référence à M. Janzou sur les surveillances du capitalisme. Eh bien, ces entreprises vont continuer à engranger de l'argent. Oui, on ne peut pas arrêter cela, mais quelles sont les autres entreprises qui peuvent les contrer, ou quels sont les modèles commerciaux que l'on peut utiliser pour ne pas continuer à faire véhiculer ce qui finalement s'apparente à des mensonges. Et les entreprises disent « Ah, mais ce n'est pas nous qui avons publié cela ». Pourtant, si ce serait un journal, le rédacteur en chef serait responsable du contenu de son propre journal. Donc, je dirais, on ne doit pas les traiter comme des journaux, bien sûr, mais en tant que fournisseur de services, ils disent « Ah, mais quelqu'un a publié quelque chose, ce n'est pas ma faute, ça ne me concerne pas ». Je dirais que c'est pas acceptable finalement. Et il y a des entreprises qui engrangent de l'argent et qui ne se posent pas sur ce modèle commercial, rappelons-le. Autre chose que l'on peut aussi rappeler, c'est comment ces actions sont reflétées dans l'action politique. Il y a une question politique. Par exemple, la police. Hier, il y a eu une référence faite aux conversations sur les prisons et les personnes de couleur, et quelle est la discrimination opérée par l'État, etc. Et c'est la même chose pour les services de police. S'il y avait une base de données qui se base uniquement sur les Blancs, eh bien évidemment, cette base de données aura des préjugés, sera biaisée par rapport aux autres personnes qui sont différentes. Et il y a des informations codées qui font que l'on peut identifier qui est différent. Et évidemment que les policiers sur le terrain vont plutôt, en France, au Royaume-Uni, 10 fois plus interroger les personnes différentes si vous n'êtes pas blanc, bien sûr. Et ça change la vie, donc on passe du numérique au réel de nouveau. Et c'est la même chose pour LinkedIn, les recherches algorithmiques pour trouver un emploi. Si vous vous appelez Mohamed, bien, il peut y avoir un algorithme qui font que les Mohamed, tous les CV en tout cas qui ont ce nom, eh bien, ne soient même pas transmis. Ce sont des êtres humains, qui contrôlent. Et ensuite, l'intelligence artificielle arrive. C'est tout d'abord une question d'être humain. Il faut bien comprendre cela, que nous devons mettre des limites dans la réglementation. J'y crois, bien sûr, mais la réglementation seule ne nous aidera pas. Je pense que nous devons bien nous poser la question. Attention, je suis en train moi-même d'alimenter ce système. Et bien sûr, c'est une question dont je dis pour ma propre expérience le dit. À quel point sommes-nous ciblés par du message de haine? Car nous sommes d'origine juive et il y a tellement de conspirationnistes partout. Et nous voyons que certaines de ces choses sont le quotidien finalement de tant d'autres personnes, et ils ont peut-être décidé de quitter l'espace numérique parce qu'ils sont victimes de harcèlement en ligne, et ce sont des questions que nous devons aborder, c'est clair. That there is not only there is a change, but actually these things could be altered. The business model, our own behavior, and then regulation also of both the businesses and the individuals, and what they feel not only free to do, but what kind of harm they can do in the digital space that probably they would never think of savoir le mal qu'ils peuvent faire. Et donc, voilà les trois éléments de réponse que je vous donnerai sur comment
contrer les mouvements populistes. Et croyez-moi, non seulement ils sont couronnés de succès, mais il y a beaucoup d'exemples où ils n'ont pas reçu l'attention qu'ils souhaitaient. Et voilà, si vous n'allez pas avec eux, ils peuvent ne pas grandir. Alors, merci beaucoup. Alors, je comprends ce que vous avez dit sur les mouvements populistes et l'espace numérique. Vous parlez de l'accès à l'information, les meilleurs accès à la sphère digitale. Que diriez-vous des opportunités et des dangers aussi qu'il y a avec les mouvements populistes et ce qui peut se passer sur la sphère publique? Alors, les deux intervenants qui m'ont précédé ont parlé de façon tout à fait pertinente du besoin de rendre des comptes, du besoin de responsabilité, que ce soit par le biais de réglementation, d'acteurs de l'État, que ce soit la communauté ou les parties prenantes qui rendent responsables les entreprises. Surtout depuis la pandémie, je parle ici de par mon expérience, nous avons commencé à communiquer sur la réalité du COVID-19 et nous avons eu des difficultés à essayer de rejeter ces théories de la conspiration cela a été très difficile. C'est difficile de contrer ces mouvements populistes et ces opinions populistes, surtout dans un espace où, avec un clic, on peut communiquer avec des millions de personnes. Donc, il s'agit de redevabilité, de reddition de comptes. Mais encore plus important, il s'agit d'information. Les gens ont besoin de connaître des informations authentiques, vérifiées et former leur propre jugement au lieu d'adopter le jugement des autres. Et cela est vrai. Les algorithmes sont influencés par l'être humain. Bien sûr, il y a l'intelligence artificielle qui peut être automatisée, mais la véritable identité, en fait, est le fait d'être humain. Et quelqu'un qui se trouve au gouvernement, qui déplace la responsabilité de l'autre côté, eh bien, c'est une opportunité pour nous de contrôler les récits, les narrations qui sont communiquées à la société et aux citoyens. Et donc, je ne peux qu'être d'accord avec ce sentiment qui a été partagé. Alors, par les présentations et les débats, nous avons parlé d'algorithmes, de ce qui se passe dans les chats, de tout ce qui est partagé. Nous avons vu qu'il y a un véritable besoin de responsabilité, de rendre responsable, d'unir nos forces entre secteurs, entre leaders, de nous appuyer les uns les autres, de collaborer afin justement de s'assurer qu'il y a responsabilité pour la protection des droits humains. Il ne fait aucun doute que cette sphère publique numérique sera le nexus pour la protection des droits humains. Gardant ceci à l'esprit, je vais vous poser la question, comment imaginez-vous une coalition entre la recherche académique, la théologie, les organisations de la société civile, les églises et les entités politiques? Donc, je pose la question. Comment imaginez-vous cette coalition? Comment peut-elle exister? Comment va-t-elle fonctionner pour nous tous? Je commencerai par Frédéric, peut-être. Frédéric, merci beaucoup. Alors, je viens du monde académique et je travaille dans un institut de recherche interdisciplinaire et nous examinons ces questions du numérique. Je suis donc dans une situation privilégiée. Je vois la structure, j'ai la structure organisationnelle.
Alors, la question d'algorithme, de responsabilité, d'éthique, de robots, etc., tout ceci présenté par des voix théologiques, c'est assez rare. Et donc, c'est un sujet assez complexe. Je ne connais pas beaucoup de collègues pour dire la vérité. Ce dont nous avons besoin, je pense, c'est de réfléchir à la formation théologique et éthique. Il y a énormément d'éléments qui rentrent dans cette sphère. Je pense que nous avons besoin d'experts de ce domaine qui travaillent dans le domaine de la théologie académique pour nous aider à réfléchir de cette manière et de ne pas faire de grandes déclarations éthiques qui ne touchent pas à d'autres domaines, surtout dans le domaine des algorithmes et de la responsabilité et de la reddition des comptes. C'est assez difficile à comprendre, même pour des scientifiques experts venant d'autres domaines. Et donc, je pense que nous avons besoin de cette expertise et j'encourage les églises et les institutions à rapprocher ces deux domaines. Ça fonctionne très bien dans certaines régions anglophones et germanophones. Réfléchir à ces questions et à la compréhension théologique, au point de vue théologique aussi. Witness to some coalition and cross-pollinate work, but largely des coalitions, de véritables opportunités donc. Honorable Emma Théophilus, pouvez-vous nous dire comment vous imaginez une coalition entre ces différentes institutions? Alors, je suis d'accord avec Frédéric. Je pense que c'est une véritable opportunité de rassembler les ressources que nous avons afin d'influencer cet espace. Mais encore plus important, il faut introduire l'aspect de la représentation dans l'espace, parce que nous tous, d'une certaine façon, nous utilisons cet espace numérique, mais nous n'avons pas nécessairement une représentation de ceux qui nous considèrent comme des leaders politiques ou autres. Mais il est important d'utiliser les ressources de la recherche pour nous donner les moyens de refléter les réalités. C'est une bonne façon de mettre en place ces synergies, de mettre en place cette coalition pour assister l'espace numérique qui doit refléter ce dont nous avons parlé, qui doit nous représenter dans cet espace, afin que nous ne soyons pas laissés sur le bord du chemin au moment d'avoir des considérations éthiques, de moralité ou de représentation. Et ceci va être très précieux pour modeler, pour façonner le futur, parce qu'il y a un nexus très intéressant là. Au fur et à mesure de la pandémie a accéléré toutes ces questions et nous avons la possibilité maintenant de voir comment nous pouvons collaborer pour nous assurer que personne n'est laissé au bord du chemin, que personne n'est laissé en arrière, que ce soit les gouvernements, les églises ou autres. Il y a là une grande opportunité qui peut être précieuse pour façonner l'espace digital de l'avenir. Merci beaucoup. J'aimerais vous demander quelle est votre idée de coalition? Parce que là, au début de votre intervention, vous avez bien dit que cet espace numérique, eh bien, dans cet espace numérique, ce qui se passe, c'est si rapide, ça se passe en un clin d'œil. Ce dont on parle aujourd'hui ne sera plus le contexte de demain ou de la semaine prochaine. J'ai lu récemment, et cela a du sens, une personne qui partageait des informations pour une nation donnée et qui a rassemblé des données pour le faire
mais je connaissais la situation, donc je savais qu'il y avait des lacunes dans cette information, mais ça va très vite. Ça va très vite. Donc, lorsque j'entends parler de cette idée de coalition entre les académiciens, la théologie, les églises, la politique et autres, eh bien, quel est l'aspect de cette coalition à votre avis? Et est-il possible également, avec cette prémisse que tout va très vite et qu'on sait si peu, à votre avis, que peut être une coalition effective, efficace? Alors, permettez-moi tout d'abord de réfléchir sur la rapidité, sur la question de la rapidité. L'espace numérique va super rapidement et change très vite. Mais les 5 grosses entreprises ont ralenti parce qu'elles peuvent coopter, acheter ou détruire la concurrence potentielle. Voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir une réglementation pour permettre l'existence de cet espace. Donc, d'une certaine façon, nous devons encourager cela pour le bien de l'humanité et parfois aux dépens de certaines parties prenantes qui ont mis leur argent dans une entreprise ou aux dépens des employés de cette entreprise. Il y a de nombreux domaines où les choses vont très vite, mais il y a aussi des domaines où les choses ont ralenti. Regardez les plateformes sociales pour créer un nouveau Facebook, ce serait un miracle aujourd'hui à cause de la puissance de Facebook. Et donc, il ne faut pas désespérer. Tout d'abord, je dois vous dire que nous devons pratiquer ce que nous disons, pratiquer ce que nous prêchons, si vous voulez. Que faisons-nous dans nos vies avec les plateformes en tant qu'individus et également en tant qu'employés ou membres de la communauté? Et parfois, les plateformes elles-mêmes ont certains côtés sombres. Il faut désactiver certaines choses, il faut avoir des connaissances. Mais en fait, il faut pouvoir avoir accès au même espace de façon à, pouvoir obtenir les mêmes informations. Donc, tout d'abord, qu'utilisons-nous sur les lieux du travail et dans notre vie privée? Deuxièmement, il faut ouvrir les yeux également. Que se passe-t-il avec le tissu social? Nous avons parlé un petit peu des conséquences et de la misogynie et de la discrimination raciale. Mais n'oublions pas que ces plateformes brisent le tissu social et les classes. Ne réfléchissons pas plus loin. Uber Drivers, Uber Eats, les livraisons de Uber. Il y a de grosses batailles là, des livreurs qui veulent être de véritables employés, salariés. Opportunities and the same employment protection as everybody else. But what's interesting, ils veulent avoir la même protection que la même protection que les autres. Et il y aura une loi qui sera votée. Et c'est uniquement comme ça qu'on a changé. Sinon, on ne s'en rendrait pas compte. Et c'est pour cela qu'on en parle. La classe moyenne et les riches doivent être impliqués aussi parce que cela permet d'avoir une livraison moins chère et Uber, c'est moins cher que les taxis, mais cela se fait au détriment de l'être humain et de sa dignité. Donc, si on pense aux coalitions, je pense qu'il y a une réelle potentiel. Cela existe. J'ouvrirai les coalitions bien au-delà de la sphère de la société civile ou religieuse, etc. Tout le monde doit impliquer les hommes politiques, les femmes politiques, les gouvernements, les sociétés. Je pense que les communautés d'inspiration religieuse ne s'impliquent pas à une ampleur qui pourrait être la leur et il faut vraiment se rappeler que les valeurs défendues par ces organisations ne sont pas apportées par les sphères numériques. Et c'est si, pourtant, ils sont composés de personnes si diversifiées et ils ont des porte-paroles légitimes. Et donc, je pense qu'on peut faire bien plus. Et
au nom du secteur de la société civile, de mon point de vue, j'ai la même critique, à savoir nous négligeons le potentiel d'une coalition, et c'est le cas aussi pour les organisations d'inspiration religieuse. Et bien sûr, en tant que membre d'une coalition, nous n'allons pas être d'accord sur tout, mais nous devons le faire néanmoins. C'est important. Si quelqu'un n'est pas d'accord, eh bien, pas de problème, nous aurons un espace où débattre, cet espace n'existe même pas aujourd'hui, puisqu'il est uniquement aux mains des intérêts privés. Merci beaucoup, dit Casey. Malheureusement, nous n'avons plus de temps pour continuer ces conversations. Eh bien, sur ces plateformes en ligne, vous voyez les messageries instantanées. Parfois, ces messageries sont silencieuses, parfois moins. Et aujourd'hui, on voit que c'est le cas. Il y a pas mal de choses. Peut-être que l'on peut rester connecté en ligne pour que nous puissions avoir on va peut-être pas clore la réunion en tant que telle tout de suite, pour avoir le temps de lire un peu tout ce qui est. Merci à nos 3 intervenants aujourd'hui, Honorable Théophilus, Frédéric et puis Golan. Et j'aimerais revenir sur quelque chose qui est quand même dans la messagerie instantanée, bien sûr, parce que c'est vraiment le sentiment que l'on retire aujourd'hui, c'est l'optimisme. Le témoignage, être témoin. Julian Kark, Maurice, a écrit « Peut-être que nous avons là une occasion de se baser sur l'apprentissage automatique. Et il y a des algorithmes qui sont créés par des personnes. Est-ce que nous pouvons rêver d'un monde où nous puissions venir à bout enfin avec le racisme, la misogynie, etc. et que l'on n'utilise plus ces moyens au service des biais culturels, et puis ce serait vraiment un monde merveilleux, effectivement. C'est très, très important. Ce sujet, l'espace public, quel est-il à l'ère du numérique et comment être acteur là-dedans. Merci à vous tous et toutes qui avez participé et écouté ce symposium. On se retrouve à 14h heure de Paris. On s'intéressera à l'évaluation et un peu un aperçu de cet espace public en ligne avec des études de cas. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont avec nous. On se retrouve dans quelques heures. Prenez le temps de boire un peu de thé, de vous dégourdir les jambes, réfléchir à ce qui a été dit et puis poursuivre cette discussion plus tard. Bien sûr, on se retrouve cet après-midi, 14h heure de Paris.